Dans l'investissement immobilier, ce qui paraît être les meilleures affaires ne le sont pas toujours. Il y a quelque temps, on m'a proposé un immeuble de 6 logements pour 400 mètres carrés en tout, à un prix de vente de seulement 10 000 euros. Et pourtant, je l'ai refusé. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous emmener avec moi sur le terrain. J'ai pris beaucoup de photos, je vais les partager au fur et à mesure, et je vais vous expliquer comment j'ai analysé le bien, qu'est-ce que j'y ai vu, comment j'ai calculé, et comment je suis arrivé à la fin, à la conclusion, qu'il ne fallait pas y aller. Vous verrez pourquoi. Il y a pas mal de surprises dans cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'au bout. Et surtout, ce qui est important, c'est que, ok, on parle d'un immeuble de 400 mètres carrés, mais en définitive, les analyses que je vais vous partager sont tout à fait transposables pour n'importe quelle visite immobilière. Donc si demain vous allez visiter un studio en centre-ville, une maison, ou un immeuble aussi, ou simplement un T3 au milieu d'une résidence, vous pourrez appliquer le même genre de démarche que ce que je vais appliquer là. C'est un cas d'illustration, mais celui-là, il est particulièrement intéressant. Vous verrez, il y a deux, trois trucs assez sympathiques. Alors, d'abord, on va placer l'opportunité. Donc on parle d'un immeuble en zone rurale, dans une petite ville d'à peu près 6 000 habitants, dans lequel le foncier évidemment est pas très très cher, hein. On n'est pas sur le bassin d'Arcachon, on est dans une zone avec un climat semi-montagne et des loyers qui sont relativement bas. Donc le rationnel entre le prix d'acquisition, le coût des travaux et les loyers derrière sont quelque chose d'important pour cerner la rentabilité potentielle du bien. Cela étant dit, donc j'arrive au niveau du logement. Donc c'est un immeuble qui est, voilà, qui est en plusieurs étages. Alors je ne vais pas pouvoir vous partager la façade de l'immeuble en entier parce que, il y aurait toujours des petits malins qui seraient capables de retrouver où c'est et j'ai pas tellement envie qu'on sache à la fois où c'est exactement, ni de venir embêter le propriétaire parce que c'est vraiment pas le but aujourd'hui. Mon objectif, c'est plutôt de vous montrer sur un cas concret, de vous former à l'analyse de biens immobiliers et à voir qu'est-ce qui est red flag, qu'est-ce qui n'en est pas, qu'est-ce qui coûte vraiment très cher, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est peut-être rebutoire, mais je vous en dis pas plus. Donc l'immeuble est réparti en 6 logements, donc on a du T4 en duplex, en bas. Ensuite, on a un étage avec 2 T2, et puis après, on a à nouveau des T4 en duplex. Donc ça fait 5 étages en tout, enfin 5 niveaux sur l'immeuble. Alors, il est plutôt bien organisé. La découpe en logement a été plutôt bien faite, et on a une cage d'escalier centrale qui permet de desservir tous les étages et tous les logements. Donc j'ai envie de dire, en termes d'organisation de l'espace, on est sur quelque chose de vraiment assez optimal. Et quand on voit ça, et qu'on se dit que c'est pour 10 000 euros, on peut acheter 400 mètres carrés, en plus d'extérieur, honnêtement, on est dans, oui, quelque chose qui semble pas particulièrement en mauvais état. On va dire ça comme ça. Donc on se dit, ouais, 10 000 euros, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est quasiment gratuit, quoi. Et je précise, je suis pas dans un département. Moi, ce bien-là, il est en Alsace. Voilà, donc on est dans le Bas-Rhin, donc c'est un département où quand même l'immobilier est quand même bien bien cher, hein. Alors peut-être moins dans ce coin-là, mais quand même. Donc on n'est pas dans des zones rurales où il y a énormément de biens à vendre, vides, et à des prix très très bas. Alors ce que je vous propose, donc une fois qu'on a vu un petit peu l'ensemble, donc vraiment la distribution, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui va vous permettre de définir si c'est facilement si c'est bien organisé au point de départ ou s'il va falloir complètement réorganiser l'intérieur du bâtiment, refaire la division, réorganiser les colonnes techniques, et cetera. Là, c'est plutôt bien fait. Donc là, pour moi, c'est clairement, un feu vert pour continuer la visite et avancer dans les choses. Donc ensuite, ce que je vais regarder, c'est vraiment l'enveloppe et un petit peu les diagnostics généraux. Alors quand je dis diagnostic, là, je savais que c'était une rénovation totale, donc tout ce qui est DPE, j'en tiens pas vraiment compte, parce que déjà, d'une part, de toute façon, c'est rempli d'erreurs, et je pense qu'il y a assez de vidéos sur cette chaîne, je vous invite à faire un tour, hein, il y en a vraiment beaucoup, qui présentent les problématiques des DPE. Voilà, ça m'intéresse pas, parce qu'on n'est pas en train de se dire, ok, on va faire deux, trois ajustements. Là, on sait qu'il y a des travaux lourds, par contre, la question c'est, le prix d'achat est tellement bas, est-ce que avec ces travaux lourds-là, est-ce que ça reste encore rentable? Donc on regarde l'enveloppe et honnêtement, comme je le disais avant, elle est plutôt en bon état. La toiture, ça va, il y a eu des corrections qui ont été faites sur les tuiles, on voit qu'il y a des bouts de gouttières qui ont été, refaites aussi. La façade, elle est plutôt en bon état, il y a des traces d'humidité, il y a des endroits où le crépi, il a cloqué, donc ça, c'est typiquement l'humidité qui est rentrée à l'intérieur et après avec, surtout en hiver, hein, donc l'eau qui va geler et après ça va faire exploser le crépi, quand elle va se dilater. On voit, là je vous montre sur une photo que le long d'une gouttière,
Il y a pas mal de problèmes de flotte, donc là, on voit que la gouttière est neuve, donc elle a été remplacée et celle d'avant probablement était, complètement fuyante et donc vous aviez de l'eau depuis la partie haute, finalement, de la toiture qui coulait le long de la façade et c'est pour ça que tout le long de la façade, vous allez retrouver des cloques et des endroits où le crépier est parti. Mais bon, ça a été réparé, donc pour moi, c'est bon. Ensuite, autre diagnostic, l'amiante. Bon, bah, il y en a pas dans le bâtiment, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourtant, c'est un bâtiment qui date, de l'entre-deux-guerres. Voilà, donc plutôt première moitié du XXe siècle, pas trop vieille non plus, pas d'amiante, c'est plutôt pas mal. Ensuite, diagnostic plomb, bon, bah, là, il y en a partout, parce que typiquement dans cette période-là, il y avait du plomb dans les peintures. Donc vous allez les retrouver, dans les peintures, notamment des dormants des portes, donc c'est la partie qui est fixe du mur des portes, ça c'est très classique. Les portes elles-mêmes ont plus d'amiante parce qu'elles ont dû être repeintes entre-temps. Certaines ont été changées aussi. Ensuite, vous allez retrouver de l'amiante aussi très souvent sur les peintures des escaliers et sur les peintures des rebords de fenêtres, donc les encadreurs de fenêtres et les tablettes de fenêtres. Bon, bah là, typiquement, toutes les fenêtres, toutes les portes, tous les dormants ont systématiquement, en tout cas les dormants, et l'escalier ont systématiquement du plomb. Maintenant, le plomb, j'ai envie de dire, c'est pas forcément très grave. Donc, dans les diagnostics, ils vont lister les endroits où il y a de la suspicion de plomb ou de la certitude, pareil pour l'amiante hein, d'ailleurs, et vont les classer en plusieurs niveaux, entre c'est présent mais c'est complètement intègre, donc pas de risque, en c'est à surveiller, ou c'est un peu dégradé, ou c'est très dégradé. Donc, il faut faire la part des choses avec tout ça. Tant que c'est pas dégradé ou très dégradé, en fait, c'est pas très important, que vous ayez de l'amiante ou du plomb, à partir du moment où il est intègre et où, il est juste à surveiller une fois tous les 10 ans, c'est vraiment pas un problème, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, ça va pas vous rendre malade demain, hein. Ce qui est, embêtant avec ces choses-là, c'est, de respirer la poussière, donc s'il est dégradé, ça c'est par contre, c'est pas bon. Aussi bien pour le plomb que pour l'amiante. Pas tout à fait pour les mêmes raisons de santé, mais c'est un peu le même résultat quand même à la fin. Donc voilà, donc du plomb partout, mais c'est pas grave. Donc ça, pour moi, c'est pas un red flag typiquement. Ensuite, on va regarder l'état général du bien, parce que quand on fait une rénovation totale, il faut arriver à cerner globalement le genre d'enveloppe dans lequel on va être. Et là, je vous partage quelques photos. OK, on est dans quelque chose qui est, allez, on va le dire, c'est bien, bien, bien dans son jus. Voilà, des exemples de salles de bain formidables. On sent qu'elles ont un certain âge, qu'elles sont pas forcément tous très, très vieilles. A priori, il y a eu une grosse rénovation qui a eu lieu en 2001 et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à ce moment-là. On verra après sur l'isolation, mais aussi même sur l'aménagement des salles de bain et des cuisines. Bon, par contre, c'est quand même dans son jus avec, des organisations qui sont plus à la mode. Donc, ça, clairement, il va falloir les refaire. C'est quand même assez moche. Et d'ailleurs, là, sur la 2e photo que je vous partage, on voit qu'il y a eu, à un moment donné, une idée de tentative de peut-être repeindre le mur. On a fait les bords, mais on n'a pas peint au centre. Voilà, c'est bon, c'est des choses, on en voit tout le temps, hein, des choses comme ça pendant les visites, c'est souvent, assez amusant. Bon, donc en tout cas, on est dans son jus, c'est assez représentatif de l'ensemble, en tout cas des aménagements, donc on sait que dans quelque chose comme ça, on va avoir beaucoup de choses à faire, on sera minimum à 800 € du mètre carré. Parce qu'il va falloir refaire les salles de bain, refaire les cuisines, il va falloir refaire les sols, refaire les peintures, et cetera. La question suivante, c'est est-ce qu'il faut refaire aussi, tout ce qui va être réseau, électrique, l'eau, les évacuations, et cetera, ou pas? Mais bon, déjà là, OK, on se dit: «OK, c'est dans son jus, c'est moche, mais ça, c'est pas rédhibitoire». On casse tout, on cure et puis là, en l'occurrence, relativement vide, donc c'est assez facile de curer les choses, de les enlever et puis de remettre quelque chose de bien à la place. Par contre, encore une fois, l'organisation des espaces est plutôt pas mal, les salles de bain sont plutôt grandes, en tout cas par rapport à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup du 4 pièces en duplex là, donc c'est un peu pour ça qu'on a des grandes surfaces, mais quand même. Après, il y a quelques aménagements dans le bâtiment qui sont un peu discutables. Là, je vous montre un exemple d'une exploitation de sous-pente. Alors, ce que vous voyez là sur la photo, c'est un couloir. Ouais, c'est pas très heureux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont voulu tellement maximiser la taille des chambres qui sont situées sur la droite, on voit des portes là qui s'ouvrent, que finalement, l'espace sous rampant qui sert de couloir, il est super fin. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, là, il y a pas 1,80 m, hein. Donc, il faut, chaque fois que vous prenez ce couloir, il faut vous pencher un peu comme ça et puis vous avancez un petit peu baissé. Bon, ça, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire, ça veut dire que typiquement, là, il va falloir redémonter les cloisons et les séparations des pièces et les déplacer un petit peu pour gagner, pour avoir au moins
70 à 80 centimètres qui sont vraiment utilisables avec une hauteur de au moins 1,90 m, quoi. Voilà. Si maintenant il y avait juste une poutre au centre et qu'il faut se baisser, ok, mais là, il y en a toute une succession et il faut marcher un petit peu de travers pour arriver à passer. Donc, c'est pas extraordinaire. Après, donc dans l'ensemble, dans l'état général, ce que je vais aussi regarder, c'est quand même un petit peu l'état d'entretien, appelons ça comme ça. Et là, il y a quelques indices qui sont assez intéressants, c'est toujours de voir, par exemple, comment, quand vous ouvrez les portes des meubles et tout ça, vous regardez en dessous, vous regardez derrière, vous vous rendez compte un petit peu de est-ce que ça a été entretenu par les locataires et par le propriétaire ou pas. Donc là, c'est un bien qui est mis à la vente par le propriétaire. Alors, par des réseaux détournés, c'est pas une annonce sur Le Bon Coin, et cetera. Moi, je l'ai appris par mes canaux off-market. OK, très bien. N'empêche que son objectif, c'est de vendre. Et on va dire qu'il a fait 0 travail de nettoyage pour inciter quelqu'un à l'acheter. Bon, c'est toujours intéressant quand même parce que, alors, normalement, c'est une marge de négociation. Là, quand vous avez 400 mètres carrés pour 10 000 €, j'ai envie de dire, la négociation, elle n'existe plus vraiment. Et en fait, le vrai truc, c'est qu'il est dans une situation personnelle un peu compliquée, donc il veut se débarrasser du bien le plus vite possible. Et il est prêt à, il est amorti, en fait, ce bien pour lui, donc il est prêt à le dégager, pourvu, qu'il puisse passer à une autre étape de sa vie personnelle. Bon, il y a toujours des histoires, hein, qui se cachent derrière. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, je vous montre un exemple de meuble de cuisine. Ouais, quand même, quoi. On se dit que les personnes qui ont habité là, ils ont quand même vraiment pas fait d'efforts. Là, je vous montre une deuxième photo. Je vous laisse 2 secondes pour arriver à déterminer ce que j'ai pris en photo. À votre avis, c'est quoi? En fait, c'est une vue de dessus d'un radiateur. Et ce que vous voyez, c'est des poils d'animaux. On est habitué à ce qu'il y ait des poils d'animaux, mais là, quand même, il y a vraiment beaucoup de poils d'animaux. C'est super crado. Le jour où vous allez allumer ce radiateur, je peux vous assurer que l'odeur, elle va être impitoyable, hein. Voilà. Bon, donc, OK. Donc on est sur un bien, on a vu, il est dans son jus, il est super sale, il est pas très entretenu, hein, on va pas se mentir. Bon, OK. Pour l'instant, c'est pas un problème. On va dire c'est juste des frais, et cetera. Voilà, bon, bah, OK, on est sur une rénovation qui va coûter dans les 800 € du mètre carré. Maintenant, ce qui est important, une fois qu'on s'est fait cette première idée, c'est d'aller regarder les réseaux, donc l'aspect technique du bâtiment. Et donc là, on va regarder, alors moi j'aime bien commencer par l'électricité. Et pour regarder l'électricité, alors bien sûr, on a reçu un diagnostic électrique dans lequel il y a des anomalies, il y a des prises qui sont pas à la terre, il y a en fait, c'est plein de petites choses, mais qui sont pas très graves, hein. Parce que, une prise qui est pas à la terre, c'est pas très compliqué, il faut la démonter, on retire un nouveau câble avec, un fil de terre et ça. Il y a une terre dans l'immeuble, juste la prise est pas reliée, bon, OK. Ensuite, on a, aussi, bon, oui, des douilles qui pendent, des fils un peu à nu, des dominos, des choses comme ça. Mais on n'est pas dans des choses extrêmement graves. Alors du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est aller au tableau électrique. Et finalement, quand vous regardez le ou les tableaux électriques, là, celui que je vous affiche, c'est celui des communs. Bon, vous vous rendez compte assez vite du niveau de travail à faire sur l'électricité. Celui-là, bon, déjà, il y a un Linky. Donc, il y a eu une installation qui a été faite il n'y a pas si longtemps, en tout cas il y a eu une mise à jour de la partie compteur. Et le tableau en lui-même, OK, il est plus complètement aux normes, mais il fait pas trop peur non plus. On n'est pas, sur, enfin, déjà, il y a des disjoncteurs, il y a des différentiels, et cetera. On n'est pas sur quelque chose de trop, trop ancien. Typiquement, je pense qu'il doit dater de la rénovation de 2001, celui-là. Alors, oui, OK, il est plus au goût du jour. Oui, il y a deux, trois détails à modifier, mais bon, ça va. Donc là, on se dit: «OK, électricité, ça peut aller». Par contre, en termes de colonne électrique, donc c'est-à-dire l'arrivée depuis la rue, l'arrivée principale d'électricité jusqu'au tableau et puis jusqu'aux différents logements, là, j'ai pas pris de photo, mais j'ai regardé les sections de câbles, donc les épaisseurs de câbles, elles sont un peu fines par rapport à la distance parcourue, donc il n'est pas impossible que maintenant, au moment où on relance les choses, il soit, alors ce ne sera pas obligatoire puisqu'on ne va pas créer de compteur, on va laisser le nombre de logements, qui sont là, donc en l'occurrence 6 logements plus un compteur des communs. N'oubliez jamais le compteur des communs, hein. Il faut un compteur et un tableau électrique spécifique pour les communs, hein. Un abonnement spécifique pour les communs aussi. Bon, voilà, il faudra très certainement changer les sections de câbles, retirer du câble, ça coûte un peu des sous. On n'est pas sur des longueurs folles, on n'est pas sur des puissances électriques de fou non plus, donc voilà, c'est pas, voilà, côté électrique, ça va à peu près. Ensuite, on passe, à un autre type de réseau qui est l'arrivée d'eau.
donc les arrivées d'eau. Donc là, le premier réflexe pour moi, c'est d'aller regarder s'il y a des compteurs qui sont séparés par logement. Et en l'occurrence, c'est le cas. Alors, c'est pareil, on peut discuter sur l'installation, notamment sur, l'isolant derrière et cetera, qui a tout moisi, bon OK. Mais globalement, on voit qu'il y a des compteurs qui sont séparés, c'est pas si mal fait, la nourrice est pas trop mal, bon voilà, c'est je trouve que ça va. Pour moi, ça va, ça fait pas peur. Il y a un peu de nettoyage surtout à faire, autour de tout ça et puis peut-être un petit peu vérifier, mais ça va. Par contre, donc après, il y a aussi, pour le chauffage, aujourd'hui, il était fait par des chaudières gaz. Là, j'ai pas pris de photos, malheureusement, j'ai pas retrouvé dans mes archives, de photos, de cet immeuble-là. Bon, par contre, toutes les chaudières gaz sont à remplacer. Sont à remplacer ou à remplacer tout court par un autre mode de chauffage. Et là, honnêtement, quand vous êtes dans un endroit comme ça, vous avez des radiateurs, vous avez vu, qui sont quand même particulièrement crado. La tuyauterie qui doit être particulièrement, embouée, parce que vu l'ensemble, bon voilà. Ensuite, vous avez des chaudières qu'il faut toutes remplacer. Bon, moi dans une situation comme ça, je préfère poser du tout élec, isoler correctement, pour pas avoir des factures d'énergie qui explosent, et puis derrière, de passer en tout électrique. Donc pour moi, le gaz, c'est très simple. De toute façon, il y a des anomalies sur le circuit de gaz. Pareil, il y a un diagnostic, hein, sur le gaz. Pour moi, il faut tout virer, toutes les chaudières gaz, et mettre à la place plutôt de l'électrique individuelle de bonne qualité, avec un bon travail sur l'inertie thermique et donc la rénovation énergétique du logement. D'ailleurs, puisqu'on en arrive là, dans ces éléments techniques et de réseau, ce qu'on va aller vérifier aussi, c'est l'état justement de l'isolation et de l'enveloppe, d'un point de vue énergétique. Donc premier point, les fenêtres et les portes. Donc bon, les portes, c'est des portes, en bois, bon, qui laissent passer l'air, bon, OK. Les fenêtres, c'est du double vitrage. Pareil, je pense qu'il a été posé en 2001 celui-là. Donc on est sur du PVC. Il y a pas il y a c'est une lame d'air à l'intérieur des fenêtres. Ça se voit, hein, en fait, quand vous regardez, en fait, le profilé, au bout d'un moment, vous avez le coup d'œil et donc on voit que c'est de l'air et que c'est pas un gaz inerte, parce que de la manière dont est structuré le feuillage de verre. Heu, voilà, c'est pas extraordinaire. Maintenant, c'est du double vitrage, PVC, relativement récent. C'est relativement étanche autour des fenêtres. J'en ai testé quelques-unes. Vous passez la main, hein, et vous regardez si vous sentez de l'air qui passe ou pas. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, fenêtres, pour moi, il y a même pas forcément besoin de les changer. Donc ça, c'est un bon point parce que changer les fenêtres sur un immeuble, voilà quoi. Une fenêtre de taille standard avec son volet, comptez à peu près 1 500 € par fenêtre. Ça dépend, taille standard, hein, voilà, avec le volet. Pas électrique, mais un volet manuel. Ouais, entre 1 500 et 1 700. Voilà, TTC par fenêtre. Donc bon, si vous en avez 30, ça commence à faire un billet. Donc là, a priori, c'est pas à changer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, l'isolation, donc bah, là, c'est pas mal parce que justement, pendant la rénovation de 2001, c'est là où ils ont fait l'isolation du bâtiment. Avant, il y en avait pas et ça a permis de récupérer des plans. Donc là, je vous partage le schéma d'isolation du bâtiment qui a été fait en 2001. C'est un peu étrange parce que, ils ont isolé, ils ont mis, 10 centimètres de laine de verre entre chacun des étages. Donc ça, ils l'ont pas tellement fait pour le thermique, hein, ils l'ont fait plutôt pour l'aspect phonique, puisqu'on est sur des planchers bois qui ont été recouverts par du stratifié, mais c'est du plancher bois, donc avec une certaine épaisseur, avec des scories à l'intérieur, et puis, en dessous, un premier faux plafond, un deuxième faux plafond. Donc ça fait caisse de résonance quand on marche. Donc le fait de, mettre 10 centimètres de laine de verre entre l'ancien faux plafond et le nouveau qui a été posé, c'est plutôt une bonne idée parce que ça va amortir en partie les bruits. Aujourd'hui, il existe des matériaux qui sont bien plus efficaces pour faire ça, mais il faut se repositionner en 2001, c'était pas si mal. Je pense que la rénovation a été faite de manière relativement qualitative, tout en restant non exagérée en termes de coût. On va voir que sous les rampants au dernier étage, on a 20 centimètres de laine de verre croisée. Voilà, ça correspond aux normes de l'époque, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on mettrait plutôt 30 centimètres, c'est-à-dire 20 dans un sens et 10 dans l'autre, mais c'est pas catastrophique. Après, il faut regarder dans quel état c'est. Est-ce que ça s'est pas complètement affaissé? Au bout de 25 ans, en général, il faut enfin, si déjà on fait des travaux lourds, en général, on va casser tout le placo, on va remettre de l'isolant neuf, parce que sinon, bah, ça s'affaisse, et donc ça veut dire que bah, les parties hautes, elles sont plus isolées, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc l'isolation, pas trop mal, hein, pour l'instant. Franchement, cette image, je dis, mais ouais, ok, il est crade, il est dans son jus, ok, bon, il y a des travaux, bon, admettons, mais bon, voilà.
même d'un point de vue, isolation, là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est que dans un immeuble comme ça, il faudrait faire surtout les murs périphériques, donc les murs autour, les murs extérieurs et là, honnêtement, vu la, manière dont sont organisées les fenêtres, comment est-ce que c'est ouvert et cetera, le plus simple, ce serait de faire une isolation par l'extérieur, si c'est autorisé dans cette commune. Alors, c'est une commune qui est classé architecte des bâtiments de France en termes de zone, ça se négocie, c'est une question de couleur. Le bâtiment en lui-même n'a pas tellement d'intérêt, il n'y a pas de décoration sur la façade, donc je pense que ça se négocie auprès de l'ABF, de faire une ITE, donc une isolation par l'extérieur, et d'avoir un crépi d'une couleur similaire à ce qu'il y avait avant, en reproduisant les motifs quand il y en a quelques-uns autour des fenêtres, et puis voilà. Et du coup, ça permettrait d'avoir une enveloppe qui est pas si mal, en refaisant, donc en changeant l'isolant sous toiture qui est probablement très abîmé, mais le reste, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt des bonnes nouvelles parce que quand, on a vu tout ça, on se dit: «Bon, oui, OK, encore une fois, on est autour de 800 € du mètre carré de travaux». Probablement, peut-être un peu plus à cause de l'isolation par l'extérieur. Maintenant, le chantier est facile d'accès. Ouais, c'est enfin, moi, ça me fait pas peur. En plus, ça va super vite, l'isolation par l'extérieur. Bon, il y a un échafaudage à monter, celui-là, il coûtera un peu cher parce que le bâtiment, je sais pas si vous vous souvenez les premières photos, il est quand même assez haut. Voilà, mais à part ça, l'isolant en lui-même, ça coûte presque rien. On est sur des murs qui sont en briques pleines, donc il faut gérer une respiration correcte, du mur, donc il faut prévoir de l'élan d'air, il faut prévoir, peut-être pas mettre du styropor sur, l'isolant extérieur, mais peut-être prévoir autre chose, qui permettra une meilleure respiration du mur. Je pense que ce serait pas mal. Donc ce sera un petit peu plus cher en termes d'ITE. Mais bon, il y a moyen d'avoir une enveloppe bien foutue. Déjà, quand il y a pas les fenêtres à changer et tout ça, bon, ça permet de faire pas mal de choses. Donc jusqu'à présent, bah, en fait, c'est quasiment que du plus, quoi. Encore une fois, il est sale, mais c'est toujours comme ça dans ce genre de bâtiment. Mais c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les choses intéressantes. Premier red flag, je vais vous mettre quelques photos du rez-de-chaussée. Regardez-moi ces murs magnifiques. 50 nuances de gris, de noir, de blanc, de vert, sur le bas des murs. Ok. Je vous montre une autre photo. Tac. Celle-là, elle est prise dans une ancienne cuisine. Donc, vous voyez des dégoulinures noires. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'humidité qu'il y avait dans les murs. Et comme devant, il y avait des meubles qui étaient plus ou moins collés, et ben, l'humidité pouvait pas s'échapper. Donc, elle est restée derrière. Au bout d'un moment, donc il y a eu de la moisissure, hein, noire. Elle a ruisselé. Ah, c'est sympa. Une cuisine, hein. Donc, vous préparez votre repas juste à quelques centimètres de ça, hein. Ouais, sympa. Je vous montre une autre photo, ça c'est une chambre. Donc là, vous avez par exemple votre lit sur la partie gauche. Il y a quelqu'un qui a habité là-dedans. Il y a quelqu'un qui habitait dans ce logement moins de 6 mois avant que je le visite. Donc il y a quelqu'un qui vivait dans ces conditions-là. Allez, on se fait une dernière photo, la chambre d'à côté. Donc là, on est toujours au rez-de-chaussée. Bon, même symptôme. Donc qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit de l'humidité. Donc ce genre d'humidité-là, elle vient, tout simplement du fait que, bah, l'intérieur du logement est trop humide et il y a plein de raisons pour lesquelles il peut être trop humide. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi celui-là, il est, dans cet état-là. C'est important pour vous, encore une fois, quel que soit le logement sur lequel vous allez. Tout le schéma que je suis en train de vous décrire, là, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel type de logement. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit isolé, qu'il soit au sein d'un ensemble et cetera. C'est les mêmes choses, en fait, qu'il faut regarder, systématiquement. Et là, pour arriver à comprendre pourquoi c'est tellement, humide au rez-de-chaussée, en fait, il faut, regarder le plan de coupe du bâtiment. Je vous le mets là, donc c'est des dessins qui sont plutôt sympas, qui ont été faits, alors c'est pas moi qui les ai faits, qui avaient été faits au moment de cette fameuse rénovation en 2001. Et en fait, on se rend compte que le bâtiment, il est à flanc de colline et que le rez-de-chaussée, il est en partie, même la partie basse du rez-de-chaussée, elle est il y a 3 faces dans lesquelles elle est, je dirais, elle donne sur l'extérieur et il y a une face complète qui est dans la colline, donc qui est complètement enterrée. Et ça, si vous n'avez pas géré en amont l'écoulement de l'eau, bah, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, l'eau va venir, elle va aller contre le bâtiment, elle va passer, donc derrière le bâtiment, en plus, il y a une route, macadamée. Donc, elle va glisser sur le macadam, elle va aller dans les interstices entre le macadam et votre mur du bâti qui donne directement sur le macadam, hein. Il y a vraiment, il y a le macadam et le mur. Là, je vous montre une photo. Regardez, comment c'est. Vous voyez, vous avez le bas du mur et vous avez le macadam tout de suite.
Et bah, du coup, l'eau, quand elle ravine dans la rue, elle vient se coller contre le bâtiment, elle vient imbiber le bas du bâtiment et après elle descend. Et c'est ce que vous allez retrouver qui va ressortir à l'intérieur de votre logement, à l'étage d'en dessous. Donc là, j'avoue que, c'est un vrai red flag. Le vrai red flag, c'est pas l'humidité, parce que, là, il y a une combinaison de facteurs, j'ai envie de dire. Donc le fait que c'est semi-enterré, qu'il n'y ait pas du tout eu, parce que vu l'époque où ça a été construit, il n'y a pas du tout de travail d'imperméabilisation du mur du côté qui est enterré. Il n'y a pas eu de travail non plus pour évacuer l'eau le long du mur par rapport à tout ce qui va raviner sur, le macadam. Et puis derrière, il y a eu d'autres problèmes. C'est-à-dire que dans le niveau d'entretien du bâtiment, la VMC a été en panne pendant plusieurs années. VMC, ventilation mécanique contrôlée, donc il n'y avait pas de ventilation. Donc du coup, quand vous n'avez pas de ventilation interne au bâtiment ou d'extracteur d'air, bah, l'humidité, elle reste à l'intérieur. Sauf si vous aérez. Sauf que quand vous aérez, bah, le froid, il rentre, dans ces cas-là. Donc vous aérez pas tellement parce qu'il fait froid. Et puis vos murs, ils sont quand même assez fins dans cette construction. C'est pour ça que je propose de faire une isolation par extérieur en complément, parce que juste le mur, c'est trop fin. En plus, c'est de la brique pleine, c'est vraiment pas terrible, terrible, quoi. Il y aurait 70 centimètres de brique pleine, on discute. Mais là, on était plutôt sur des murs qui faisaient une trentaine de centimètres. Donc, c'est un peu court hein, pour de la brique pleine, donc il n'y a pas d'air qui circule à l'intérieur des briques et tout. Bon, voilà. Et donc, vous avez cette combinaison qui fait que du coup, le logement, bah, il est froid, il est humide, du coup, il est difficile à chauffer, et comme il est difficile à chauffer, bah, ça va vous coûter super cher en chauffage. Donc du coup, vous chauffez pas beaucoup. Donc du coup, l'humidité elle stagne à l'intérieur. Et donc du coup, vous ouvrez pas. Parce que sinon, bah, il y a le froid qui rentre de dehors et puis vous avez encore plus froid. Et donc à la fin, vous vous retrouvez dans des espèces de cages d'humidité. Et ça, c'est assez fréquent, notamment pour alors des sous-sols ou pour des choses semi-enterrées. C'est assez classique. Mais ça peut se retrouver aussi dans des logements beaucoup plus récents, hein. Donc là, c'est un peu la spirale infernale de pas de ventilation, pas assez de chauffage, pas assez d'ouverture de fenêtres, et puis en plus des murs qui s'imbibent de flotte par l'arrière. Donc là, bon, c'est un peu compliqué parce que ça fait hésiter, concrètement. Ça fait hésiter pourquoi? Parce que pour corriger le problème, la source, alors là, nettoyer les murs, gratter le plâtre, récupérer les enduits, c'est pas un problème. Aérer, mettre en place un système qui chauffe, isoler les façades qui peuvent l'être, c'est pas un problème. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est la façade qui donne donc sur la rue et qui est donc enterrée. Parce que là, en vrai, il faudrait ouvrir la rue sur une certaine largeur, hein, il faut pouvoir passer une pelle, hein. Et puis derrière, il faut descendre assez profondément jusqu'aux fondations du bâtiment. Donc là, en l'occurrence, il faut descendre quasiment 4 mètres, je pense, 3,50 m, 4 mètres, entre le mur et la route. Donc il faut creuser là, descendre, il faut imperméabiliser tout ça pour que concrètement, l'eau qui arrive le long de la route, eh ben, elle glisse le long et qu'elle parte en dessous des fondations. Et que l'eau qui arrive sous la route, parce que le macadam, c'est une croûte étanche, mais comme on est en flanc de colline, il y a aussi de l'eau qui descend de la colline et qui passe pas en aérien, pas au-dessus de la surface, mais dans la surface, qui pareil, qui descend et qui vient contre votre bâtiment, qui vient le gorger d'eau. Et cette eau, avant, elle pouvait s'échapper, parce qu'au bout d'un moment, si c'est un chemin de terre, bah, ça va s'échapper par évaporation. Sauf que là, vous avez une croûte de macadam, donc ça s'évapore plus. Et donc ça reste, et voilà. Et donc ça veut dire que ça doit être très 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 humide en dessous de cette route. Ce qui est donc contre votre bâtiment. Et ça, en termes de travaux, c'est pas terrible, terrible. Bon, ça se fait. Par contre, c'est un bon billet à lâcher, hein, qui n'était pas dans le prix que j'avais dit avant, hein. Et puis, il faut avoir les autorisations de mairie pour ouvrir la route. C'est une rue à sens unique, donc les voisins vont râler parce qu'ils pourront plus passer pendant des mois, enfin, en tout cas des semaines, euh, parce qu'il faut que le mur y sèche, enfin, etc. Hein, c'est compliqué. Bon, admettons. Continuons la visite. Surprise suivante. Red flag numéro 2. Nous avons des dégâts des eaux. Tout à l'heure, on a vu le réseau d'arrivée d'eau. Et on a vu qu'il était pas trop mal. Par contre, après, il y a le réseau d'évacuation. Et celui-là, il n'a pas été remplacé en 2001. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille quand vous faites des rénovations globales. Changez vos réseaux. Même s'ils paraissent en assez bon état, etc. Changez-les intégralement, les réseaux de flotte. Parce que là, en l'occurrence, il y a plusieurs salles de bain dans lesquelles il y a eu tout simplement des fuites.
en dessous des baignoires, en dessous des douches. Des petites fuites, hein. On n'est pas dans le truc, enfin voilà, il y avait pas c'était pas les cascades hein, en dessous, hein. Mais la petite fuite qui se répand tranquillou et qui se déplace là-dedans, qui se déplace dans l'isolant, qui va se déplacer le long des poutres, le long des solives, et cetera. Et là, vous êtes pas mal parce que vous le découvrez méga plus tard. Et ça donne ce résultat-là. Donc là, je vous montre une photo d'une salle de bain qui a été entièrement curée parce que, en fait, il y avait tellement de flotte, donc le plancher a été enlevé. Donc là, ce que vous voyez, c'est les murs, et vous voyez, ce que vous voyez au fond, les rails et le placo, en fait, c'est le plafond de l'étage du dessous. Et entre les deux, eh ben, voilà, le plancher a dû être retiré. Il y a des poutres, enfin des solives intermédiaires qui ont dû être retirées. Et ce que vous voyez, les poutres au fond sur la photo, elles sont complètement pourries. Parce qu'elles ont pris la flotte pendant des mois, des années. On ne sait pas en fait, en vrai. Et ça, ouais, alors, c'est pareil, ça se traite. Je vous montre un autre angle de vue, du même endroit, mais pris sur juste à gauche, de l'autre côté du mur qui était à gauche sur la première photo. Et là, en fait, on voit bien comment ça traverse. On voit bien les poutres, on voit bien des poutres qui sont complètement bouffées, qui ont complètement disparu en vrai, hein. Bon, là, elles ont été arrachées aussi parce que, bon, voilà, il fallait un petit peu curer le truc. Et donc, c'est dans cet état-là. Et là, pareil, le vendeur, il a rien fait. C'est-à-dire qu'il s'est contenté d'enlever les parties les plus pourries, il n'a pas cherché à remplacer. Il n'a pas cherché à remettre un plancher. Il n'a pas cherché à corriger. C'est dans son jus et ça fait 1 an et demi que c'est comme ça. Quand on lui a posé la question. Donc ça fait 1 an et demi qu'il trouve normal d'avoir le truc tout ouvert, les tripailles à l'air. Ce qui est intéressant, je me permets juste sur cette photo-là aussi, c'est de vous montrer, on voit bien, ce qui est assez rare de voir, c'est comme le plancher a été démonté, on voit le faux plafond en dessous. Et donc, vous voyez sur cette photo des espèces de lattes de bois avec du blanc entre. Et bien ça, c'est vraiment les faux plafonds de l'époque, du première moitié du XXe siècle, hein. On mettait ça. Alors soit c'était des lattes de bois, soit c'était des espèces de joncs de mer. Et donc ils étaient cloués et le plâtre était mis entre, voilà. Donc ça servait de support finalement pour le plâtre. C'était avant qu'il existe les plaques de placo-plâtre, comme aujourd'hui, là, BA13 et compagnie, ben, on mettait ça. Et ça, c'est assez chiant d'ailleurs, parce que quand vous devez les démonter, il faut que pour la déchetterie, il faut vous trier la partie bois de la partie plâtre. Donc c'est assez long, assez cher, assez pénible. Alors cher si vous le faites sous-traiter, et assez long et pénible si vous le faites vous-même. Et enfin, c'est long et pénible pour tout le monde, mais dans un cas, vous le payez, et dans l'autre cas, vous payez avec votre temps. Mais là, c'est intéressant parce qu'on le voit vu d'au-dessus. C'est assez rare de le voir vu d'au-dessus. Voilà. Donc là, voilà, on se retrouve avec des poutres qui sont. Et puis, vous avez vu la section des poutres, hein. On n'est pas. Enfin, ça commence à faire, hein. Donc des grosses poutres comme ça, à changer. Alors déjà, il faut trouver l'endroit où vous pouvez les acheter. Ensuite, il faut les emmener là. Il faut arriver à les rentrer dans le logement. Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais une poutre, vous pouvez pas la démonter et la remonter, hein. Donc, il faut qu'elle rentre dans sa longueur et sa section. Et il faut que vous arriviez à la mettre en place. Donc ça coûte un peu des sous aussi, hein. Donc c'est pareil, la rénovation de plancher, le changement de solive, le changement de poutre et tout, ouais, alors ça se fait. Mais bon, et voilà. Et alors vous dites: «Bah, du coup, qu'est-ce qu'il y a en dessous?» Bah, je vous montre sur la photo suivante. Donc ça, c'est le plafond, le même plafond, mais vu d'en dessous, où le placo le plus récent est encore en place et donc bah, il a été étayé pour éviter qu'il s'effondre parce que juste au-dessus, vous voyez qu'il y a plus rien, quoi, en fait. Et donc si quelqu'un marche, là où sur la photo d'avant, bah, il traverse le plancher, enfin, il traverse le plafond, hein, à coup sûr. Bon, dégâts des eaux comme ça, il y en a 2 dans le bâtiment. Et là, pouah, pop, 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 pop. Bon, ça se fait encore, hein, mais ça commence à chiffrer et vous dites: «Bah, ouais, mais par rapport au prix au mètre carré de la location, ça commence à faire beaucoup de travaux et beaucoup d'emmerdements», même si l'immeuble, il coûte pas cher, hein. Bon, et puis après, donc il y a toute cette humidité, donc il y a des poutres qui ont complètement moisi, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va chercher à savoir s'il n'y a pas des champignons qui sont venus se mettre là-dedans, parce que vous étiez dans une ambiance humide, avec un support de bois formidable, et puis vous aviez pas de lumière, rien du tout. Donc là, c'est un endroit qui est en général assez formidable pour le champignon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un prélèvement des morceaux de poutre pourris et on l'envoie dans un laboratoire spécialisé. Je vous montre, voilà, une photo de l'extrait, hein, qui a été analysé par le laboratoire spécialisé. Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh ben formidable, bingo, jackpot, vous avez du champignon. Alors, il y a 1000 variétés
1 000 000, 10 millions, 100 millions, je ne sais pas combien de variétés de champignons, mais là, vous êtes tombé sur quelque chose d'assez sympathique qui s'appelle le polypore des caves. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez simplement que dans 30% des destructions de bâtiments, c'est ce champignon-là. Parce qu'il est très très bien, il est très content, il va dans les structures de bois, et il s'y plaît très très bien, et il le bouffe, en fait, tranquillou. Et puis à la fin, vous avez plus de bois, puis ça s'effondre. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer aussi, donc, juste pour votre information, votre culture, hein, donc je vous montre, 2 photos qui viennent du laboratoire qui l'a analysé. Donc là, une photo plutôt macroscopique, où on voit, bah, à quoi ça ressemble quand on le regarde de près, et puis après une photo microscopique, on voit à quoi ça ressemble. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à identifier de quel champignon on parle. L'aspect visuel, OK, déjà ils ont des présomptions, et après, ben, par l'étude, microscopique, on arrive à voir en fonction des formes, hein, qu'on observe, bah, ça permet d'identifier le type de champignon, donc le genre de choses qu'il faut faire pour corriger. Alors, bon, OK, donc déjà dans ces endroits-là, bon, de toute façon, en même temps, il fallait changer toutes les poutres. OK, bon, hein, du champignon, ouais, donc ça veut dire qu'il va falloir démonter les planchers et les murs un petit peu plus loin pour vérifier que le champignon, il se soit pas barré dans les murs ou dans d'autres planchers qu'on n'a pas encore cernés, qu'on n'a pas encore identifiés. Parce que là, c'était des planchers, en fait, ils étaient poreux, vous passiez les pieds à travers, donc c'était assez facile de se rendre compte qu'il y avait un problème. Mais des fois, voilà, donc il va falloir un petit peu investiguer, donc il va falloir ouvrir beaucoup plus large, finalement, autour, de l'incident. Et puis, quand on regarde ailleurs, on se rend compte que, bah, regardez cette photo-là, c'est un bas de mur, on est à nouveau sur l'humidité, ben, moi je vous cache pas que j'aime pas trop ce que je vois. J'aime pas trop ce que je vois parce qu'on va pas pouvoir tout tester, et c'est pas du tout ce que le propriétaire n'a pas tout testé, mais là, ce que je vois, ça ressemble quand même très fort aussi à du champignon. Alors ça a l'air d'être un autre champignon. Ils sont pas tous extrêmement ravageurs, les champignons, hein. Parfois, c'est juste, voilà, de l'humidité. Vous avez des champignons dans votre frigo, parfois. Voilà. Bon, c'est pas la fin du monde. Il faut pas manger ce qui a été contaminé, bien évidemment, et il faut nettoyer votre frigo un peu sévèrement, mais bon. Alors d'ailleurs, attention, hein, quand vous avez des champignons comme ça chez vous, enfin, si vous avez des problèmes de champignons, il faut vraiment faire des analyses par des professionnels. Parce qu'il y a certains champignons, quand vous mettez de la javel dessus, ça les booste. Donc, faut faire gaffe, hein. Faut faire gaffe. Leur donnez pas des sucettes, quoi. Voilà, en pensant que vous allez les tuer avec de la javel. Bon, OK, bon, ça commence à, je sais pas, vous y allez ou pas là? À ce stade-là? Bon, moi, je suis quand même un peu, un énervé de la rénovation, donc, jusque-là, je me dis: «OK, maintenant, il faut vraiment commencer à calculer très, très fort pour vérifier que la rentabilité est encore présente, même pour un bien quasi gratuit». Rendez compte un peu du truc? Bon. Bah, pour ça, hein, de toute façon, enfin, vous le savez, hein, j'ai développé, c'est encore une fois, c'est typiquement pour un cas comme ça, pour mon propre compte, au point de départ, j'ai développé donc une application, petite, minute de pub, qui s'appelle Simul Réno, dont vous retrouvez le lien en commentaire, qui vous permet de faire de l'estimation de chantier poste par poste. Voilà, alors il y a pas tout, 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 hein, là, il y a les points spécifiques sur les champignons sont pas dedans, mais le remplacement de solives, changement de plancher, tout ça, c'est dedans. Ça vous permet déjà de faire, une idée d'enveloppe, parce que sinon, comment vous voulez chiffrer un chantier comme ça? Encore une fois, il est très grand. Vous dites peut-être: «Ouais, mais moi je fais pas des trucs comme ça, ou quand c'est hardcore comme ça, j'y vais pas», et cetera. Ouais, mais finalement, le principe, encore une fois, vous allez le retrouver quelle que soit la taille du bien immobilier que vous allez analyser, et puis, si c'est moins hardcore, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Par contre, quand c'est hardcore, c'est aussi là qu'on fait les meilleures affaires. Mmh, 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 mmh. Donc en fait, ça se discute. Voilà, donc en tout cas, moi je poursuis mon investigation, mais je vous cache pas qu'à ce moment-là, je suis moyen chaud quand même. Et là, on monte dans les étages, on passe par, l'escalier, et on était déjà, parce que c'est des systèmes d'étages croisés, on passe par l'escalier, et il y a un endroit, en fait, le plancher de l'escalier a été enlevé, puis il y a des plaques d'OSB. Alors je dis: «Bah, mais qu'est-ce qui s'est passé ici?» «Ah ben là aussi, on a eu un dégât des eaux parce que, dans la cage d'escalier, il y a des fenêtres à chaque étage, et puis, bah, les locataires, ils avaient tendance à laisser les fenêtres ouvertes, même quand il pleut, pendant des mois. Donc l'eau, elle rentre, elle imbibe le mur par l'intérieur, elle descend sur les planchers, elle se répand dans les planchers, elle traverse les lames de bois, elles vont sur les poutres, et là, bah, c'est la fête, quoi. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'on retrouve à cet endroit, à tous les points d'ancrage de l'escalier, dans cet endroit-là? Du champipi! Eh oui, encore, comme au niveau des salles de bain. Et la rebelote, qui dit champignon dit
tests en laboratoire. Regardez un petit peu. Donc là, ce que vous voyez sur cette photo, c'est donc un des points d'ancrage de l'escalier. Donc ça veut dire qu'il est extrêmement attaqué. Là, il tient encore, hein, mais il est quand même bien attaqué parce qu'on ne voit pas tout sur la photo, hein. Bon, l'escalier, si vous commencez à tomber de 4 étages, bof quoi, hein. Voilà. Et puis là, vous voyez, je vous montre, une poutre. Donc c'est le début de l'escalier, puis après vous avez la suite. Voilà. Et vous voyez bien qu'il y a un truc qui se répand, qui est tout blanc. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ça s'est vu pourquoi? Parce qu'on voit bien, hein, l'endroit où le plancher était enlevé, c'est le bas du mur, hein. Donc là, il y avait le plancher, donc on voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais l'eau, elle avait coulé à l'intérieur, et puis hop, tranquillou, quoi. Ils étaient à la fête. Et ça reste une zone qui est quand même relativement chauffée, puisque c'est un commun. Bon, voilà. Et ces poutres-là, c'est la structure du bâtiment, hein. Soyons clairs, hein. C'est une structure en bois. Même s'il y a des briques entre, etc. Bon. Et du coup, rebelote, échantillonnage, regardez la photo. Voilà, ça c'est échantillonnage donc au niveau de l'escalier et des poutres qui tiennent la structure au niveau de la cage d'escalier. Et analyse macroscopique de nouveau pour voir à quoi ça ressemble. Vous avez vu, 50 nuances de jaune, de blanc, tout ça c'est sympathique. Je vous montre une autre photo qui est un petit peu plus zoomée, fournie par le laboratoire toujours. Bon, ça commence à prendre une forme que certains vont peut-être reconnaître. Étape dernière, pour être vraiment sûr, on passe au microscopique, on regarde la forme, on dit OK, très bien, clair. Bingo numéro 2, cette fois-ci, c'est de la mérule. Et là, je vous entends, ouah, mérule, ça pète tout. Alors, je vous rappelle que le champignon d'avant, c'était déjà 30% des destructions, hein. Donc, c'était pas non plus un enfant de cœur, hein. Et là, celui-là, mérule, bon, bah, mérule pleureuse, elle s'est bien installée, elle s'est bien répandue. Donc là, pareil, ça se traite. Alors ça se traite par plusieurs moyens. On peut le traiter avec du chaud. Par exemple, on va chauffer à 50 degrés la zone. Donc en fait, il met des espèces de bâches et tout, puis il chauffe pendant 16 à 20 heures de mémoire à 50 degrés pour la cramer, en fait, tout simplement. Et puis pour enlever toute l'humidité qu'il y a dans le bois. Et puis après, ils peuvent mettre du fongicide ou pas, ça dépend, ça dépend. Ça dépend vraiment, là, c'est vraiment un truc de professionnel. Donc ça se traite, hein. Ça se traite, bon, parfois c'est des billets, hein. Il y a pas longtemps, je suis allé visiter un bâtiment, ils avaient un problème de mérule sur tout tunnel, bon, c'est pas grave, c'était un très gros bâtiment. Le propriétaire m'a dit: «Ils en avaient quand même eu pour presque 300 000 € pour traiter la mérule». Bon, c'était très, très gros, hein. Là, à cet endroit-là, je pense que autour de 15 000 €, je pense qu'on est arrivé à traiter cette zone-là et après, pareil, donc il faut démonter les murs, il faut démonter les planchers autour pour voir jusqu'où elle est partie et pour aller l'enlever partout où il faut l'enlever, quoi et remplacer toutes les pièces de bois qui sont mortes et cetera et cetera et cetera. Donc voilà, mais bon, ça fait beaucoup, hein. Ça fait plusieurs types de champignons, donc plusieurs types de traitements, il y a plein de poutres à changer, des planchers et cetera. Ça commence à sentir mauvais, mais je vous laisse le meilleur pour la fin. On descend la cage d'escalier, on arrive au rez-de-chaussée, et là, regardez un petit peu la porte d'entrée. Alors c'est pas par là qu'on était rentré parce qu'il y avait 2 accès. Là, il y a plus personne qui rentre parce que la porte, elle est morte, elle s'ouvre plus. Et elle dit: «Ah mais pourquoi elle s'ouvre plus?» «Bah, elle s'ouvre plus parce qu'il y a des étais». Et pourquoi il y a des étais? Parce que, bah, le dorement de la porte, il est complètement cassé. Je sais pas si vous voyez. Et pourquoi il est cassé? Bah, parce qu'en fait, il y a eu tellement de champignons et d'infiltration de flotte sur toute la colonne des communs de la cage d'escalier, ça a tout bouffé la structure et le bâtiment, qui a sa cage d'escalier au centre, il est en train de s'affaisser par le centre, parce qu'en fait, toutes les poutres au centre, elles sont mortes et donc il est en train de s'affaisser par le centre tranquillement et c'est pour ça que vous arrivez à ce genre de situation-là où la porte, vous pouvez plus l'ouvrir parce qu'en fait, c'est tout le poids de la structure autour, au-dessus, qui s'effondre dessus et qui vient comme ça, en cisaillement. Et là, j'avoue, pour moi, quand vous avez tout ça, plus une structure qui est touchée, il y a que 2 cas de figure. Soit vous êtes dans un cœur de ville, dans un bâtiment incroyablement, patrimonial, sur lequel vous avez une valeur de fou et vous dites: «OK, je vais peut-être essayer de récupérer ça et je fais venir un bureau d'études structure pour vérifier qu'est-ce qu'on peut faire et à quel prix». Mais quand vous êtes en zone rurale, vous dites juste: «OK, c'est game over» et vous sortez du plan et c'est mort et ça, je vous conseille vraiment de le faire, hein. Quand vous avez un doute de structure, vous n'y allez pas parce que, un problème de structure, ça peut coûter 1000 comme 1 million. Tant que vous n'avez pas fait passer un bureau d'études, vous ne pouvez pas savoir. Un bureau d'études, ça va vous coûter
entre 3 et 5 000 € pour faire une vraie analyse de fond. Il va falloir faire des points partout, de vérification, il va falloir démonter plein de choses, et cetera. C'est pour ça que ça coûte de l'argent, hein. C'est pas ils vont passer du temps, en fait, sur le bâtiment pour aller vérifier plein de choses et voilà et donc pour moi, là, c'est game over, parce que zone rurale et parce qu'il y a vraiment trop de choses. Donc vous voyez, c'était un exemple assez intéressant parce que on se dit 6 logements, 400 carrés, crado, mais pas si mal que ça. Mais au final, il y a un certain nombre de problèmes techniques qui sont quand même extrêmement lourds et puis juste on n'y va pas, quoi. C'est-à-dire que même gratuit, c'est un mauvais plan. Tout simplement. Parce que là, en termes de travaux, alors j'ai pas fait les calculs parce que je suis pas allé jusque-là, mais sans compter l'aspect structure, je pense qu'on est aux alentours de 1 300 € du mètre carré pour arriver à corriger déjà pour arriver à rénover et à corriger les problèmes de flotte et cetera. Voilà, donc à peu près à 1 000 comme ça, à vue de nez. Par contre, donc déjà, ça commence à faire des sous, hein, sur 400 m², ça on commence à se rapprocher des 500 000 € et en plus, si vous avez un problème de structure qui peut vous coûter encore je ne sais pas combien, vous faites un calcul derrière, c'est important sur: «OK, j'ai 6 logements, combien je peux les louer? Combien ça me ramène par an? Et combien de temps il me faut pour rembourser mon chantier, quoi?» Et puis alors, autre chose, quand vous allez aller voir la banque pour dire: «Moi, j'ai un super plan immobilier trop bien, trop rentable». OK, très bien, vous achetez quoi? «Ah, j'achète ça». Oh, ouais, vous payez 10 000 balles? Mais, comment ça se fait? «Ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, il y a 550 000 € de travaux, dedans», mais c'est rien. Alors, vous payez un truc 10 000 € et vous avez 550 000 € de travaux? Mais moi, je finance jamais de la vie, je finance ça. Le risque, il est beaucoup trop fort, c'est-à-dire qu'il y a pas de valeur patrimoniale. Si à un moment donné, vous arrêtez pendant les travaux, le bien, il vaut rien. Donc la banque ne peut rien revendre. Donc en fait, c'est infinançable, en plus d'être un cauchemar, probablement. Donc pour moi, la conclusion pour ce bâtiment, malheureusement pour le propriétaire, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire que de démolir. Donc pour la petite histoire, j'étais rentré, dans cette, opportunité par le biais de la mairie avec laquelle j'ai d'excellentes relations et qui m'avait parlé de ce bâtiment. Ils avaient été le voir, ils avaient l'impression qu'il y avait un problème de péril. Ils étaient pas trop sûrs et ils se sont dit: «Tiens, on va faire passer des gens, pour voir un petit peu leur avis» et donc moi je leur ai fait un après, voilà, ça fait partie des services qu'on peut se rendre. J'aurais fait un rapport détaillé sur ce que je pensais. Alors après, ça reste que de la présomption, hein. Si ça se trouve, il y a des choses là-dedans qui sont pas justes. Alors il y a des choses, c'est sûr. Il y a des champignons, c'est sûr, hein, ils ont été analysés par des labos. Le défaut de structure, il faut le qualifier. Il est évident qu'il y a un défaut de structure. C'est absolument sûr et certain. Par contre, jusqu'à quel point il est grave, ça par contre, c'est une bonne question. Mais comme de toute façon, l'ensemble est dans un état déplorable par faute de défaut d'entretien. Et là aussi, c'est un point que j'aimerais bien souligner dans cette vidéo pour terminer là-dessus, c'est que, vous voyez, en fait, là, le bâtiment, bon, il était pas si mal, il a été rénové en 2001, relativement correctement par rapport à ce qui se faisait à l'époque et par contre, en plus, après la rénovation, il a été revendu et le propriétaire des 20 années qui ont suivi, il a fait 0 entretien dessus. La VMC elle est en panne, je la répare pas. J'ai des problèmes de fenêtres parce que les locataires, ils laissent toujours ouvertes. Un truc comme ça, en fait. Vous changez les fenêtres et vous mettez des fenêtres qui sont que en bascule et vous interdisez la possibilité de les ouvrir complètement. Vous mettez des serrures, vous, sur les fenêtres et cetera. Enfin, c'est bien de pouvoir les ouvrir, mais ou alors vous installez une ventilation à l'intérieur de la cage d'escalier. Enfin, vous faites quelque chose, quoi. Et là, il a rien fait et c'est comme ça que tout s'est dégradé, et ça, c'est quand même pas cool et donc là où peut-être la rénovation de 2001 a mal fait son boulot, c'est sur les évacuations d'eau. Encore une fois, je vous conseille quand vous faites une grosse réno, changez toutes les évacuations d'eau parce que ça vous pourrit votre bien et vous voyez rien en fait. C'est silencieux, c'est à l'intérieur des murs, c'est à l'intérieur des planchers, et cetera. Et faut faire attention avec ça. Alors oui, ça coûte un billet, mais par rapport au fait d'avoir un bien qui vaut plus rien, potentiellement, 3 ans, 5 ans, 20 ans plus tard, à cause de ça, bah, je pense que ça vaut quand même le coup. Et donc, ce genre de signaux, bah, vous pouvez les repérer encore une fois sur n'importe quel bien. Du plus petit au plus gros, en ville, à la campagne, en isolé, dans un collectif et cetera. C'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu toute cette analyse-là. Bon, il est un peu rigolo cet immeuble, on va pas se mentir. Hem, mais, je trouve que, voilà, il est représentatif de finalement, de ce que vous pouvez, utiliser quand vous faites vos visites. Hein, la checklist finalement, c'est toujours commencer par la structure, l'enveloppe. Est-ce qu'elle est homogène? Est-ce que le toit est globalement en bon état, et cetera? Parce que ça, c'est tout de suite des sommes délirantes, hein, surtout les toitures. Une toiture qui est pas parfaite, c'est pas un problème. Vous avez quelques, tuiles faîtières à changer, des gouttières, des trucs, bon OK, bon ça coûte quelques milliers d'euros, mais c'est pas la fin du monde. Par contre, il y a toute la toiture à refaire, si en plus elle est, genre en ardoise ou bien si elle a plein de formes bizarres, bon, ça va vous coûter vraiment beaucoup d'argent donc
OK, bon ça c'est le premier truc. Ensuite, faire attention à tout ce qui est humidité, tous les signaux d'humidité. Le problème, c'est pas forcément qu'il y ait de l'humidité, qu'il y ait des traces noires dans les coins, et cetera. C'est pas forcément le problème. La vraie question, c'est de savoir pourquoi ils sont là. Très souvent, c'est uniquement des locataires qui n'aèrent pas ou, qui bouchent leur VMC parce qu'ils trouvent que ça fait du bruit ou parce que et cetera. Et donc souvent, c'est ça, hein. Ou ils ne chauffent pas assez parce qu'ils veulent faire des économies d'énergie ou ils écoutent les conneries qu'on leur dit à la télé, on leur dit qu'ils je sais pas quoi, et puis du coup, ils ont 17 degrés chez eux, ça j'ai déjà eu sur un locataire. Et entre 15 et 17 degrés, il avait dans son logement. Et donc évidemment, il y avait l'humidité, elle stagnait, parce que du coup, comme il fait pas assez chaud, on atteint le point de rosée, donc le point où l'humidité, elle se condense en fait en eau, et ben, il était pas atteint, il était trop bas, et donc du coup, l'humidité restait vers le sol, elle n'arrivait pas à monter vers le haut et à s'échapper par les VMC. Donc, bref. Donc souvent, c'est ce genre de choses-là, et ça se corrige assez bien, ça se nettoie, ça se gratte, etc. Et puis il faut remettre en route une ventilation correcte, il faut bien ventiler, il faut bien sécher. Vous achetez ce bien, vous laissez pendant 3 semaines, vous le laissez ventiler, typiquement si c'est une période où il fait un peu chaud, et c'est bon, c'est terminé, vous l'avez nettoyé et tout, il n'y a pas de problème de fond. Par contre, là, il y avait un problème de fond. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre les causes profondes des problèmes d'humidité. Si c'est juste un mauvais usage du bien ou si c'est quelque chose de plus compliqué. Ensuite, il y a un autre point euh, qu'il faut regarder. Donc, si vous avez une présomption de champignons sur du bois, il faut systématiquement le faire analyser par des labos, hein, c'est important. Alors, mélangez pas du salpêtre avec des champignons, etc. Bon, si c'est dans une cave, mais c'est important de savoir où vous allez, parce que c'est peut-être un champignon qui est pas très grave, ou alors ça peut être un champignon qui est particulièrement embêtant, comme ceux qu'on a retrouvés ici. Donc ça, c'est important. Si vous voyez un affaissement de structure, si vous voyez sur la façade, par exemple, des fissures qui forment des escaliers, ça, vous partez tout de suite, vous faites pas ça. Ça veut dire qu'il y a eu, généralement, c'est quand il y a eu une contraction du sol, avec des sols argileux, etc. Si vous avez une fissure qui est verticale ou qui est horizontale, bon, par contre, si elle commence à suivre les briques, là, c'est vraiment pas bon. Donc si vous avez un doute ou si vous n'avez pas envie de diligenter un bureau structure et cetera, n'y allez pas, parce que ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles, les dépenses peuvent devenir vite incontrôlables. Et ce qui est important, donc encore une fois, c'est de calculer le coût total d'achat, systématiquement. Vous voyez? 10 000 €, 400 carrés, on se dit: «Mais c'est formidable», et en fait, non, c'est pas du tout formidable. Et si le gars est prêt à le donner gratuitement, parce que c'est de ça dont on parle, c'est pas un hasard. C'est que ça fait 20 ans qu'il l'entretient pas, le truc c'est une ruine, et aujourd'hui, en vrai, je sais pas s'ils l'ont fait, mais moi j'avais préconisé, de faire passer des services techniques spécialisés et de peut-être passer en arrêté de péril ce bâtiment. Voilà, je sais pas si la mairie l'a fait, mais toujours est-il que pour moi, il faut le détruire. Et ça, du coup, c'est à charge propriétaire. Donc ça va lui coûter, un bâtiment comme ça va lui coûter, 70 à 80 000 € à faire détruire, à faire démolir. Donc c'est sûr qu'il a pas envie. Il préférait trouver quelqu'un pour le racheter. Mais voilà, c'était pas un bon plan. J'espère que, en tout cas, ce cas d'usage, cette visite virtuelle, finalement, avec moi, vous a plu. Vous avez vu un petit peu mon process. Encore une fois, il est applicable à tous vos biens. Et puis n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne, à vous abonner. Il y a eu une autre vidéo dans laquelle j'avais été visiter aussi un logement dans une maison alsacienne ancienne où il y avait des problèmes de structure aussi. Je vais mettre le lien là, ici. Et puis bah, continuez à faire des visites, continuez à faire de l'investissement, n'ayez pas peur, n'y allez pas non plus n'importe comment. Apprenez, formez-vous, entraînez-vous, et puis à très bientôt sur une nouvelle vidéo.